Avant tout, j'ai un petit disclaimer à vous faire qui est que, vous l'avez peut-être entendu dans le titre ou lu dans le résumé, je me suis lancée dans un gros morceau. Donc au final, je pense que cette communication n'aura hélas pas la profondeur réflexive que j'aurais souhaité. Donc je vous propose un petit peu une communication en mineur, en tout cas quelque chose qui viendra sans doute pas donner de pistes nouvelles et que certains d'entre nous thématiseront sans doute bien mieux que moi dans les communications à venir, mais en tout cas qui viendra tirer des fils. En tout cas, c'est une ouverture de réflexion, de ma propre réflexion que je vous propose. Voilà. Texte projeté et corps, donc. Dans l'ouvrage Graphie en scène, qui est dirigé par Ariane Martinez et Jean-Pierre Ringart, on trouve le constat suivant, et je cite, « Sur nos scènes de théâtre, les graphies façonnent des paysages à contempler et à traverser. Ces paysages graphiques constituent des univers vivants de formes et de signes offerts à la lecture, à l'interprétation ou à l'expérience perceptive. » Face à cette présence de composantes textuelles données à voir au plateau sous forme de graphie, les auteurs proposent l'idée d'un devenir-image de l'écrit, excusez-moi, là-dessus. Et les spectacles de la compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur », qui est dirigé par Julien Gosselin, entrent de plein pied dans cet état des lieux. Cependant, il semble que l'expérience perceptive du spectateur, face aux nombreuses occurrences de textes projetés, ne soit pas tout à fait celle d'une image ou d'un paysage. Si ces spectacles empruntent à ce qu'on appelle communément depuis Vitesse le théâtre-récit, le matériau textuel en scène passe d'un statut d'objet littéraire à celui de corps physique doté de caractéristiques singulières, nature et positionnement du support de projection dans l'espace scénique, code typographique précis, j'y reviendrai, rythmique des projections, etc. La variété et l'alternance des matérialisations, des textures, vient avec une variété de perceptions de ces graphies par le public. Bien évidemment, je ne pousserai pas le vice jusqu'à considérer que le texte projeté est un corps vivant, mais il n'en reste pas moins qu'il est un corps mouvant, symboliquement doté, enchâssé dans son propre système référentiel de reconnaissance. De fait, et au-delà de la référence aux matériaux littéraires, il nous semble parfois percevoir dans ces spectacles ces textes comme des instances énonciatrices indépendantes ou comme des actants dramaturgiques. Dès lors, et déroulant le fil de cette intuition perceptive, si vous me passez l'expression, est-ce qu'il est possible de considérer ces textes projetés comme des corps? Comment peuvent-ils se constituer comme des corps possibles, en tout cas, dans le travail de mise en scène, comme dans la réception spectatoriale? Comment le dispositif scénique lui-même met en tension les corps organiques de l'acteur et du spectateur, et cette texture littéraire et énonciative d'autre part. Donc pour explorer ces questions vastes, j'en conviens, prenons racine dans deux spectacles de Julien Gosselin, 2666, d'une part je vous les présente très rapidement, parce que je ne pense pas qu'ils ont tourné au Québec, je ne sais pas si vous... Donc voilà, je les présente rapidement. 2666, créé en juin 2016, est une adaptation scénique du roman Fleuve de Roberto Bolaño. Pour essayer de résumer un petit peu ce roman, je vais emprunter une expression, enfin une formule de Guillaume Thion et Elisabeth Franck-Dumas. Je cite: « De quoi parle 2666 ? D'un écrivain génial et insaisissable, d'universitaires amoureux lancés à sa recherche, de femmes assassinées dans une ville mexicaine, du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il parle de littérature et de son combat furieux, magnifique et perdu d'avance contre le réel. » Et le spectacle qui en ressort est aussi touffu que l'œuvre originale. D'une durée de 12 heures, entre actes compris, 2666 rejoue lui aussi ce combat, non seulement de la littérature, mais aussi du théâtre, contre le réel. Respectant et mettant en scène le découpage par partie de l'œuvre originale, le metteur en scène met en jeu la texture littéraire par le biais d'une pléthore de projections textuelles au statut très varié, on va le voir. 1993, qui est l'autre spectacle duquel je voudrais vous parler, c'est le spectacle de sortie de la promotion 44 des élèves comédiens du Théâtre National de Strasbourg. Et il a été créé, quant à lui, un an plus tard, en juillet 2017. Le texte de 1993 a été composé par Aurélien Bélanger, qui est un romancier français, et fonctionne également selon un système de chapitrage, mais se présente sous forme plus rhapsodique encore, puisqu'il combine différentes sources textuelles. La première moitié du spectacle mêle ainsi des paroles de chansons, le discours de réception du prix Nobel de la paix par l'Europe en 1992, des passages du livre La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, mais aussi des monologues ou des textes choraux réflexifs sur la construction du tunnel sous la Manche et de l'accélérateur à particules du CERN. Rhapsodique, donc, disais-je. Et dans la seconde partie, c'est une forme plus dramatique qui l'emporte, celle d'une soirée fort arrosée à Calais, pendant laquelle des jeunes gens participant au programme d'échange européen Erasmus vont se saouler jusqu'à, on le devine à la fin du spectacle, je vous spoil un peu, mille excuses, jusqu'à aller agresser des migrants, en réalité, dans la jungle de Calais, au nom d'une identité européenne. Oui, c'est pareil, on est dans des thématiques très légères. Et là encore, comme pour 2666, je vais y arriver, et même s'il s'agit d'une commande d'écriture et non d'une adaptation, la matière textuelle est très présente, toujours sur la forme de projection vidéographique. Dans le petit parcours, la petite promenade que je vous propose, je vais exclure les formes
que j'appellerais purement paratextuelles de projection graphique, donc le chapitrage, le légendage de sources ou les mentions spatio-temporelles. Elles sont déjà largement évoquées dans l'ouvrage Graphie en scène, et d'autre part, elles ne sont pas à l'origine de ce trouble perceptif qui m'amène aujourd'hui à vous parler de ça, à m'interroger sur le possible devenir corps des textes projetés. Mais enfin, rentrons dans le vif du sujet. Comment l'actualisation scénique d'une matière textuelle peut-être se constituer comme corps. Voyons voir si ces projections de texte peuvent d'abord être envisagées comme des corps narratifs, voire comme des corps portant parole. Et dans un deuxième temps, voyons comment la façon dont ces corps possibles viennent jouer par eux-mêmes avec ou contre les comédiens. Et comme je disais, rentrons dans le vif du sujet. Commençons tout de suite par un petit extrait, très très bref extrait vidéo de 1666. Extrait où visuellement rien n'est difficile, mais textuellement ça peut être un peu difficile. La partie des crimes, c'est donc la 4e partie du roman de Bolaño, et elle est consacrée à une longue liste de femmes retrouvées assassinées et violées dans la ville fictive de Santa Teresa, qui correspond à Ciudad Juárez, dans l'état du Sonora. Ça dure vraiment 30 secondes, littéralement, si j'arrive à faire ce que je veux faire avec. Donc ça va aller très vite, mais après je vais vous en parler à fond, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. C'est pour que vous ayez une petite idée de à quoi ressemble ce dont je vais parler. Cette projection de texte là que vous avez vue, très épurée, avec une typographie plutôt neutre, en ce sens qu'elle ne fait pas signe, comme ça peut être le cas dans d'autres parties du spectacle, vers la matérialité romanesque, j'en reparlerai, fait un peu penser au carton narratif du cinéma muet dans une certaine mesure. À ceci près que les cartons de 1666 ne viennent pas éclairer l'action jouée ou la contextualiser ou proposer des ellipses, ils la remplacent complètement pendant les 20 premières minutes de cette séquence. Donc pendant 20 minutes, on a du texte projeté. Si le traitement de la partie des crimes se limitait à la projection de passage du livre, on serait en effet dans une occurrence de projection entre guillemets purement littéraire qui viendrait jouer avec la notion d'irreprésentable dont on parlait tout à l'heure, de l'étendue et de la violence des actes décrits dans le roman. Mais il semble qu'il ne faille pas considérer cette manifestation de cette manière-là, ou du moins ne pas considérer ceci comme une conséquence fortuite, parce que, à mon sens, ce choix formel met en scène l'aveu de faiblesse de ce que le théâtre peut et ne peut pas dire ou montrer, sans s'y limiter. Puisqu'en effet, après ces 20 minutes de lecture, accompagnée de musique live qui est jouée par un groupe en direct posté sur le toit d'une des boîtes que vous venez de voir, là, et qu'on devine à peine, puisque tout l'espace scénique reste dans la pénombre pendant ce début de la partie. Des séquences dramatisées jouées par des acteurs en chair et en os viennent s'intercaler avec la projection de texte jusqu'à s'y substituer, vous l'avez vu. Là encore, la disposition dans l'espace entre le texte projeté et les corps organiques des acteurs est centrale pour comprendre la séquence. Le texte est projeté sur un tulle, sur un cyclorama de tulle qui clôt le plateau à l'avant-scène, faisant là encore signe vers cet aveu de faiblesse que j'évoquais plus tôt. Les scènes jouées par les acteurs, donc, vous l'avez vu, se déroulent à l'intérieur d'une des boîtes vitrées de la scénographie, éclairée de l'intérieur, que l'on rapproche puis éloigne du tulle à l'avant-scène pour la rendre visible par le spectateur. De fait, les premières occurrences sporadiques de ces scènes jouées produisent sur le spectateur comme un espèce de renversement dans l'économie de la séquence de l'usage de l'intertitre dans le cinéma muet, puisque c'est les séquences dramatiques et jouées qui viennent ponctuer très très rarement la projection textuelle. Mais ce qui différencie dans la réception du spectateur ces projections textuelles de simples cartons narratifs, c'est la réaction physique que nous avons non seulement à ce qu'elles disent, ça vous avez dû en faire l'expérience même en captation, mais à la rythmique de leur défilement. En effet, un véritable travail prosodique est mis en place. Les séquences descriptives des femmes assassinées et violées du Sonora sont découpées et projetées presque phrase à phrase et s'enchaînent de manière à ne laisser au spectateur que le temps d'une rapide lecture. Vous en avez encore une fois fait l'expérience. Ces 20 premières minutes sonnent donc comme la litanie d'un récitant d'une certaine mesure. Le positionnement dans l'espace de ces projections, les choix typographiques et rythmiques, l'accompagnement par une musique lancinante et la très forte réponse émotionnelle, physique, que cela produit chez le spectateur, nous plonge dans un rapport très différent de celui d'un lecteur. Ce corps textuel n'est pas qu'un relais ou une commodité narrative, il semble nous parler.
Et par rapport à cette idée de le texte nous parle, la projection textuelle nous parle, le phénomène le plus radical d'adresse au spectateur est à trouver pour le coup dans 1993, qui se positionne de manière générale de manière beaucoup plus frontale vis-à-vis du public, puisque toute la première partie de 1993 fonctionne sur un système de vue subjective. Le spectateur voyage à travers le tunnel sous la Manche, voyage dans l'accélérateur de particules du CERN, grâce à une installation de néons verticaux lumineux. Je vous en parle pas plus, mais c'est fascinant. En outre, dans sa thématique même, le spectacle tend à parler de ce qui nous fait faire ou non communauté à l'heure des migrations et du retour des nationalismes en Europe. Choisissant alors comme emblème de l'Europe des années 1990 la chanson No Limits du groupe Two Unlimited, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne vous la chanterai pas, le spectacle s'ouvre sur un chant choral très solennel de cet hymne de l'Eurodance, puisque les acteurs chantent en groupe, en ligne, et actualisent cette idée de communauté. Mais nous n'en sommes que les témoins, et Julien Gosselin entend bien nous prendre à partie. Les paroles de la chanson réapparaissent donc sous forme projetée et traduite en français. Les paroles défilent rapidement, de la même manière qu'on a vu là, phrase à phrase, sans que la musique de scène n'y corresponde. Elles sont projetées dans une police à empattement, comme les polices de romans, mettons, en italique, blanc sur fond noir, en français, et aucune parenté n'est possible avec, par exemple, l'usage du karaoké ou ce genre de choses. Dès lors, nous percevons cette occurrence comme une forme de parole qui s'adresse directement à nous et nous inclut dans son propos, puisqu'à la différence des crimes de 1666, au ton profondément descriptif, No Limits est écrite comme une harangue à l'intention du public, et je ne résiste pas à la tentation de vous citer quelques phrases de cet hymne de l'Eurodance. No limits will reach for the sky, no valley too deep, no mountain too high, no limits won't give up the fight, we do what we want and we do it with pride. Hard to the core, I feel the floor, when I'm on the stage, you'll ask for more. Je m'arrête ici. Je vous laisse apprécier la portée métathéâtrale de ces paroles, métatextuelles même. Mais cet effet d'adresse n'est pas simplement le fruit de la composition, de l'écriture en elle-même, de la composition textuelle. Elle est aussi le résultat de la texture même que prend la projection. Le positionnement dans l'espace, plutôt central, et la typographie qui fait signe vers les fontes utilisées de l'édition littéraire viennent jouer avec la reconnaissance de la source qu'on reconnaît comme une chanson populaire et proposer un contrepoint, modifier notre écoute comme le ferait finalement le jeu de l'acteur. Par rapport à cette question du jeu de l'acteur et de l'adresse, penchons-nous sur un phénomène un petit peu étrange, un peu contre-intuitif, qui est l'usage du sous-titre dans ces deux spectacles, puisque les deux spectacles sont en partie joués en langue étrangère. Donc de fait, ces parties jouées en langue étrangère sont surtitrées et ces moments de traduction sont intégrés dans le flux vidéo et ne font pas l'objet d'une surface de projection indépendante. Mais ces projections textuelles de surtitres ne fonctionnent pas tout à fait pour le spectateur sur le même mode que lors d'une traduction d'un spectacle en langue étrangère traduite pour un public francophone. Ils ne sont pas toujours perçus comme une modalité de traduction, mais étonnamment comme une parole originaire disjointe des corps qui en prononcent la version en langue étrangère. Dans 1993 notamment, les accents des élèves comédiens varient beaucoup de l'un à l'autre, et certains ne semblent pas très à l'aise avec l'anglais qui leur est demandé de jouer. L'une des stratégies dramaturgiques dans l'écriture reste d'attribuer à chacun de ces personnages des nationalités correspondant à des pays non anglophones, afin de justifier, si je puis dire, en somme, les approximations de leur accent. Mais cela ne suffit pas à donner l'impression d'un niveau supplémentaire de jeu, et l'anglais, langue érasmussienne par excellence, je cite ici Jean-Pierre Thibaudat, donne souvent l'impression d'un écart, d'un jeu qui littéralement sonne faux. L'accent donc, et la musique extrêmement forte, rendant certaines répliques à la limite de la compréhension, notre écoute se détourne et notre attention se fixe sur la projection de surtitres en bas de l'image vidéo captée en direct, qui nous montre les acteurs en jeu. Et c'est cette projection-là qui devient notre principal accès au texte, pourtant proféré par des corps organiques à vue des acteurs. Et ces corps-là nous semblent presque évoluer comme des corps traduits, dans une certaine mesure, qui composent tant bien que mal avec le texte projeté. Tout ça m'amène à vous parler de la question du jeu. Parce que cette idée de projection textuelle qui semble se proposer comme un corps physique portant parole vient avec celle de jeu. Bon, pour le dire très très vite, voilà, un corps en scène est le plus souvent un corps qui joue, au sens où il produit par l'institution ou la négociation d'un ensemble d'écarts une mise en tension des corps en présence. Mais si cette matière textuelle devient un corps qui joue, avec qui ou contre qui joue-t-elle ? Dans Graphie en scène, Ariane Martinez et Jean-Pierre Ringart évoquent la possibilité d'un acteur dépossédé par l'apparition du texte au plateau. Reprenons pour illustrer cette possible dépossession la difficulté de jouer dans une langue qu'on ne parle pas ou mal. Ce choix de mise en scène retire au comédien un élément central de ce qui peut constituer le jeu d'un acteur, la langue. Le texte est présent, le corps est présent, mais la langue instaure une distance involontaire et, par moments, indépassable. De fait, le texte lui-même apparaît à Jean-Pierre Thibaudat, dans sa critique, comme, je cite, « une rébarbative logorée servie avec abnégation et conviction apparente par les acteurs du groupe 44 ».
Cette abnégation, pointée par le critique, réside principalement dans les stratégies de dépense physique, de débordement, employées par la plupart des comédiens. Or, cette dépense, en tant qu'elle est le fruit d'une dépossession, d'un creux, d'un manque, semble toujours en force. On frôle souvent le cabotinage, et si le jeu gagne en énergie, il perd cruellement en nuances. Armel Elliot, dans sa critique pour Le Figaro, dira des acteurs de 1993 qu'ils, je cite, « profèrent scolairement ». Cinglant oxymore s'il en est. Autant il y a deux mots dans la première partie du spectacle, jusqu'à la saturation, autant ce sont les corps qui ensuite dominent, des corps qui boivent, baisent et se droguent jusqu'à la catatonie, dit Brigitte Salino dans sa critique pour Le Monde. Mais des corps dont on oublie qu'ils parlent, dont la parole et le corps semblent alors comme disjoints. Il faut à cela ajouter que cette dépossession de l'acteur au profit du corps textuel projeté tient en grande partie au choix scénographique des espaces de jeu et des supports de projection. En effet, et sans parler des exemples radicaux où le corps physique de l'acteur est escamoté au profit de sa captation vidéographique, les deux spectacles de Julien Gosselin jouent avec les conditions de visibilité et d'audibilité du corps organique de l'acteur. On pourrait prendre l'exemple du cyclorama que vous avez vu, ou du cyclorama de la partie des crimes dans 2666, dont la matière vient malgré tout opacifier ce qui se trouve derrière lui, mettant littéralement les cartons de texte au premier plan. On note également que les scénographies des deux spectacles, de 2666 et de 1993, ont ceci de commun qu'elles font souvent jouer les situations purement dramatiques, deux acteurs dialoguant en chair et en os, tout va bien, dans des boîtes closes par un quatrième mur en plexiglas. Et si la transparence du matériau permet sans peine de distinguer les comédiens, la perception de leur présence en scène, nous sommes comme réduites dans une certaine mesure par cette paroi. On en a une perception visuelle, mais il nous est impossible de les entendre sans la médiation des micro-cravates qu'ils portent. La perception des stimuli émanant du corps de l'acteur repose en grande partie sur une perception empathique, disons, d'un corps conducteur similaire, identique dans sa nature au corps récepteur du spectateur. Mais dès lors que nous n'avons qu'un accès partiel ou médié à ce corps similaire, le corps qui s'adresse peut plus facilement être un corps dissemblant de celui qui reçoit. D'où les étranges effets de corporalité et d'adresse frontale produits par le corps textuel projeté. Des acteurs dépossédés de leur langue, devant des spectateurs dépossédés de leur perception coutumière des corps en scène. Mais il me semble erroné de tirer de ces exemples une généralité qui viendrait justifier une conception finalement assez essentialiste de ce qu'est un corps scénique et ainsi muer toute mon entreprise. En effet, cette possible dépossession de la langue, de la parole ou du texte peut venir avec une forme d'affranchissement dans le jeu. L'acteur dépossédé peut parfois être un acteur libéré. C'est notamment le cas dans 2666 et dans la partie de Fate, qui est la troisième partie du roman, précédemment évoquée. Non, finalement je ne l'ai pas évoqué, il me semble bien. Bref, anyways, de cette partie donc, qui convoque la plus grande variété de corps textuels projetés. Je vais me pencher sur un phénomène très très ponctuel. Vers la fin de la séquence, de cette partie-là, un texte se surimprime sur l'image captée de Fate, qui déambule dans une fête au Mexique, et vient prendre en charge la voix intérieure du personnage. On a un usage du jeu, on a un usage d'une typographie à empattement, de l'italique, et cela nous permet de saisir immédiatement le statut de cette parole, qui ne recouvre pas de fonction narrative à proprement parler. Car contrairement à la partie des crimes que j'ai pu vous montrer, cette projection textuelle n'est pas nécessaire au déroulement du récit, elle n'en est pas le relais. La projection joue donc pour le spectateur. Il s'agit d'une parole, comme l'indique le jeu, mais aussi d'une indication, d'une parenthèse dans l'action dramatique, comme le soulignent les choix typographiques qui rappellent celui de la didascalie en somme. La prise en charge de cette parole par un biais textuel superposé à l'action ne vient pas la suspendre et permet donc de multiplier simultanément les strates de compréhension de ce qui se déroule en scène pour le spectateur. Mais elle joue également avec l'acteur plutôt que contre lui. Le texte, projeté à teneur plutôt sombre, faisant état de la sensation d'impasse du personnage, agit comme un contrepoint au jeu d'Adama Diop, qui danse dans la fête, sourit, se mêle, discute, crie. Un jeu qui est privé de composantes textuelles perceptibles, puisque si nous le voyons échanger des bribes de discussion avec des personnages, les acteurs ne sont pas sonorisés. Le jeu d'Adama Diop est donc un jeu qui repose pour nous entièrement sur des composantes physiques, comme pouvait l'être celui des acteurs de 1993, mais fait montre d'une dépense qui correspond cette fois à la fois au contexte diégétique, la fête, espace de débordement, etc., et à une nécessité formelle, rendre le personnage aussi lisible, si je puis me permettre l'usage de ce mot, que la parole projetée. Et ce jeu-là se construit nécessairement en vis-à-vis du texte projeté en simultané. Et de fait, il serait fallacieux de dire que cette présence textuelle dépossède l'acteur de sa capacité de jeu. Au contraire, l'un et l'autre, ces deux corps-là, jouent ensemble, matérialisent deux aspects du personnage et travaillent à ce qu'on pourrait appeler sa co-incarnation. Voilà ce que j'aurais aimé développer de manière extrêmement précise et réflexive, mais c'est ici que je dois m'arrêter. Donc je m'arrête. Et je m'arrête en concluant tout de même un petit peu. Au moment de conclure, je ne sais pas encore si on peut tout à fait faire l'économie d'une conception du corps théâtral comme corps théâtral, le corps de l'acteur, disons,
comme nécessairement organique, vivant, souffrant, etc. Je me pose des tas de questions vis-à-vis de l'incarnation, je ne sais quoi répondre. Et finalement, peut-être que cette communication n'arrive-t-elle qu'à identifier la façon dont la projection de texte peut dépasser un simple usage de contenu sur support pour emprunter des caractéristiques, paroles, jeux, mouvements, prosodie, traditionnellement considérées comme constitutives du corps fonctionnel et organique de l'acteur en scène. Et c'est en cela que l'idée du devenir corps de l'écrit, que j'utilisais par effet de rappel parodique, disons, cette idée de devenir corps de l'écrit par la graphie projetée constitue une formulation qui est aussi intéressante que pragmatique pour moi, puisque la projection en scène ne se comporte pas nécessairement encore, mais moyennement un ensemble de conditions scénographiques, dramaturgiques, esthétiques. Elle peut être perçue par le spectateur sur un mode étonnamment proche de celui de l'acteur. En ce sens, le spectateur instaure avec ce corps projeté un rapport qui n'est pas, comme pour le surtitre ou le chapitrage par exemple, de l'ordre de la commodité ou du contenu, et la corporéité singulière du texte projeté, chez Julien Gosselin du moins, le pose comme un acteur majeur du dispositif en ce qui n'est pas simplement porteur de sens, mais porteur de parole et porteur de jeu. Je parle d'ensemble de conditions parce que cette constitution encore de la projection textuelle me semble évidemment plus environnementale qu'essentielle, vous l'aurez compris. Si ma communication l'a mentionné un petit peu qu'en passant, il faut par exemple reconnaître que l'avènement d'un statut quasi corporel de la projection de texte chez Julien Gosselin vient accompagné d'une mise à distance pour le spectateur du corps organique de l'acteur, au profit notamment de son image captée en direct. De fait, l'utilisation de projection de texte, de captation d'images quasi perpétuellement combinées à la présence physique de l'acteur, vient redistribuer les caractéristiques dont je parlais plus tôt, et la distinction entre ce corps naturel, disons, de l'acteur et le matériau visuel ou textuel ne peut faire l'objet d'une frontière. Enfin, outre des caractéristiques phénoméniques de ces corps textuels, donc ces histoires de typographie, etc., dont je vous ai parlé, qui tendraient d'ailleurs à éviter de ne les considérer que sur le plan de la voix, quoique ça demanderait une différenciation bien plus fine que celle à laquelle je me livre ici, il semble bien que ce soit sur la question de la parole comme matière produite par le corps que se centre l'enjeu. La parole n'échange aucun sens, mais ouvre un passage, disait Valère Novarina. Alors si pour lui la parole est nécessairement produite par, je cite à nouveau Novarina, un animal que la parole porte ailleurs, il semble qu'il ne soit pas nécessaire que le corps de cet animal portant parole soit son incarnation organique. La projection de vidéo peut assumer cette fonction, ouvrir un passage, dépasser la seule question du sens ou de la littérature, pour mettre en place un ensemble de nuances, créer des écarts, jouer avec l'acteur comme avec le spectateur, et si ce n'est être un corps, faire corps avec ceux qu'elle côtoie ou à qui il s'adresse. Voilà. Merci.